La Russie fait face à une équation de réarmement. Selon les services secrets ukrainiens, elle est confrontée à la fois à un besoin de réarmement démographique, mais aussi à un besoin de réarmement militaire. On va en parler avec vous autour de ce plateau. Gwendoline de Bono, Bertrand Galichet et le colonel Pierre de Jong. Voilà cette analyse de l'Institut de l'école d'économie de Kiev. Voilà ce qu'elle nous dit. La Russie fait appel à la Corée du Nord pour s'armer dans le cadre de cette nouvelle offensive en Ukraine. La Russie voudrait ici faire une offensive d'ampleur, en profiter avant que le couperet, peut-être, vous allez me dire, américain ne tombe sur eux. Les livraisons auraient chuté de plus de 25% en 2024. Kiev parle ici d'un épuisement irréversible de l'armement. Déjà, si on se situe au niveau de ce réarmement que doit faire la Russie, où est-ce qu'on en est dans le réarmement stricto sensu, mon colonel? On parle d'un plan à 1100 milliards sur 11 ans, horizon 2036, pour la Russie qui veut effectivement injecter de l'argent pour pouvoir continuer la guerre. Et ils sont entrés vraiment dans le vif du sujet parce que jusqu'à présent, en fait, ils ont vidé les vieux stocks de l'URSS, les vieux chars qui ont été détruits au fur et à mesure, les canons, etc. Ça s'était consommé, 3 ans de guerre, c'était consommé, d'autant que c'est une guerre dite de haute intensité qui nécessite beaucoup de munitions, beaucoup de moyens. Donc ça a été consommé. Donc maintenant, il faut le reconstruire. Alors je me méfie beaucoup des études qui viennent de Kiev sur les Russes. Elles sont biaisées d'après vous? J'imagine que c'est un peu la voie de 100 mètres, comme les études russes sur l'Ukraine, bien évidemment, c'est pas très fiable. Donc après, il faut se fixer sur les chiffres. C'est quoi les chiffres très concrètement? Le problème, c'est que bien évidemment, il leur faut beaucoup de munitions, d'armement. Mais en fait, il y a beaucoup d'armements de faible technicité concrètement. Ils ont une alliance avec les Nord-Coréens qui compense ça, qui leur évite eux justement de fabriquer des missiles et surtout de fabriquer beaucoup d'obus, etc. Donc ils ont des alliances assez solides. Pour les Nord-Coréens, c'est très pratique parce qu'ils déversent, ils font fonctionner leur système, ils déversent le matériel et les Russes n'ont pas besoin de le fabriquer. Le deuxième point, rappelons-nous le début de la guerre, quand on disait que les Russes avaient des problèmes, ils récupéraient, je me rappelle toujours de cette histoire, ils récupéraient des moteurs de machines à laver pour faire fonctionner leurs missiles. C'était un an au début de la guerre. C'est une blague, évidemment. Donc en fait, on voit qu'on se fait un petit peu avoir par un discours dominant qui dit voilà, les Russes ont plein de problèmes avec ça. Moi, ce que je pense, c'est que la Russie a un véritable problème, si vous voulez, dans son économie. C'est qu'elle n'a pas, comment dire, les sanctions portent par la force des choses. Donc il leur faut du matériel. Un exemple, je le sais par rapport à quoi? Je travaille en Afrique depuis pas mal d'années. Et il faut savoir qu'une arme sur 2 en Afrique est russe. Aujourd'hui, les Russes ont un vrai problème, si vous voulez, pour approvisionner, dans le cadre des accords de défense qu'ils ont, ils ont du mal pour approvisionner les armées africaines qui réclament du matériel. Un autre exemple, dans tout ce qui est maintenance, les hélicoptères, les Mi-8, les Mi-17, tous les engins qui ont été vendus aux États africains. Il faut savoir qu'aujourd'hui, la maintenance ne fonctionne pas. Parce que dans le modèle russe, si vous voulez, il faut que les moteurs viennent en Russie, on les répare, on les renvoie. C'est pas les Russes qui viennent sur place. Donc tout le modèle économique craque un petit peu et on voit que tout ce qui est périphérique, donc avec les alliances qu'ils ont avec les États africains, tout ce qui est un peu périphérique, en fait, est faible. Par contre, ce que je crois vraiment, c'est qu'aujourd'hui, les Russes font un véritable effort. Donc on verra ce qui va se passer. On est rentré dans une guerre de stock. Quand vous dites effort, c'est effort de guerre, effort financier? Oui, effort financier et puis effort industriel, parce que ça implique, encore une fois, que la machine fonctionne. Ça vous paraît beaucoup, 1100 milliards à échéance 2036 sur 11 ans? 2 milliards par an? C'est pas... Un budget qui équivaut à celui de la France sur l'armement? Aujourd'hui, c'est un peu plus. On n'en est pas là. Aujourd'hui, les Russes, le budget, c'est en gros 120 milliards par an. La France, c'est 45 milliards par an. Donc on aimerait monter à 100 milliards par an. Oui, c'est la volonté. Mais dans 10 ans. De la défense. Voilà, c'est ce qu'on nous dit. C'est vrai qu'on n'y est pas. Les petites tranches vont être mises en place. Donc ça n'est pas délirant. On pourrait se dire, voilà, pourquoi est-ce que... En conclusion, je pense qu'ils ont un problème d'adaptation de leur stock par rapport à la guerre en cours. Ils ont les moyens de le faire. Il faut qu'ils investissent de l'argent. Le problème, il y a un effort supplémentaire à faire. Encore une fois, s'il y avait un vrai problème, je pense qu'ils iraient pouce. Ils le font pas aujourd'hui parce que je pense qu'encore une fois, ils sont capables de... Il y a des objectifs qui sont très clairs. Oui, et puis ils sont capables de fonctionner. Enfin, ils vont le faire, quoi qu'il en soit. Gwendoline de Bono. Oui, en fait, ce que dit cette étude ukrainienne, en fait, c'est à peu près ça. C'est que ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont observé, c'est que les entrepôts en Russie où était stocké le matériel qui date de l'année soviétique, en fait, ce qui arrive sur la ligne de front, c'est les niveaux d'avant la guerre. C'est-à-dire qu'il y a quasiment plus grand-chose qui arrive parce qu'effectivement, le matériel soviétique, il est quasiment consommé. Après, là où c'est vrai qu'il ne faut pas tirer vite des conclusions là-dessus, c'est que aujourd'hui, la ligne de front, elle a radicalement changé. Et ce
ce sur quoi se concentrent les Russes, c'est justement produire en masse des drones, des nouveaux types de drones. Vraiment, les drones changent à une vitesse qui est assez impressionnante. Une version dure 1 mois et puis ensuite on passe à l'autre version et ensuite à l'autre version. Et c'est moins cher à produire. Et c'est la bonne nouvelle. Alors c'est moins cher, mais il faut produire en masse. Et ça, les Russes sont capables de le faire. Donc c'est pas parce qu'il leur manque du matériel de l'Union soviétique que c'est un vrai problème. En revanche, ce que pointe cette étude et qui est intéressant, c'est qu'il y a moins de souveraineté dans les stocks russes, dans le sens où ils ont vraiment besoin de la Corée du Nord. Aujourd'hui, sur la ligne de front ukrainienne, 40% des munitions à peu près côté russe, ça vient de Corée du Nord. Ils ont, de manière critique, besoin de la Chine pour tout ce qui est les composants. Ils ont besoin de l'Iran pour les drones Shahed, pour d'autres choses, etc. Donc, ils sont aussi, ils dépendent plus d'autres pays pour mener cette guerre. Et ça, on en parle souvent en France de la souveraineté. Ça, c'est aussi une faiblesse pour la Russie. Alors, il y a une autre question, celle du réarmement démographique. Vous allez voir que les deux sont liés, sont imbriqués naturellement. Pourquoi ? Parce qu'on va chercher des pièces en Corée du Nord, mais on va chercher des hommes aussi pour aller sur le terrain. Il y a cet article très intéressant que je vous encourage à lire du Kiev Independent qui explique que sont les sources des services secrets ukrainiens. 20 000 à 30 000 Nord-Coréens pourraient être envoyés rapidement en réalité sur le front pour pouvoir pallier le manque de soldats russes. On l'a vu à Koursk, pour l'instant ils ne les ont pas déployés sur le territoire ukrainien même, mais c'est une possibilité qu'ils ont. Et là c'est vrai que les Russes ont un avantage démographique évident sur les Ukrainiens, qui ont des vrais problèmes de mobilisation, qui ont des vrais problèmes pour recompléter les unités. Pour l'instant, Vladimir Poutine n'a jamais encore fait le choix d'une deuxième mobilisation. Il attend, ça veut dire qu'il a aussi les moyens d'attendre. Il a encore un coup à jouer. Oui, bien sûr, et que ces partenariats avec des pays qui sont quand même capables de lui fournir des hommes, c'est pas rien, 10, 20, 30 000 hommes, c'est vraiment un avantage pour l'armée russe. Bertrand Galichet. En fait, la Corée du Nord, c'est le réservoir d'hommes pour Vladimir Poutine. Et effectivement, c'est probablement le seul, parce qu'il y a du côté russe le problème démographique que l'on sait, qui est une diminution de la population russe, mais ça c'est un sujet à long terme. Dans l'immédiat, ça ne pèse pas directement sur les forces russes en présence sur le front. Les Ukrainiens n'ont pas cette ressource-là parce qu'on sait que les Occidentaux, pour l'instant, n'enverront personne à leur côté sur les frontières pour défendre le territoire ukrainien. Donc il y a une sorte de disproportion entre les deux. Et donc la Corée du Nord, et là je rejoins effectivement ce que vient de dire Gwendoline, la Corée du Nord étant le principal fournisseur de troupes étrangères, voire quasi exclusif, et presque maintenant le principal fournisseur de munitions et d'armements étrangers, avec la complicité de la Chine qui envoie des composants, c'est une atteinte à la souveraineté et à l'autonomie de la Russie, qui par ailleurs essaye de contrebalancer cette tendance avec la création d'un outil industriel puissant, et on le voit notamment avec cette nouvelle usine de drones, ou cette extension d'usine de drones, à peu près à 1000 km à l'est de Moscou, qui emploie maintenant de la main-d'œuvre très jeune pour fabriquer des drones sur le modèle des drones Shahed de l'Iran. Autre problématique de la Russie, une population vieillissante. Mais nous avons aussi cette problématique. On prend un exemple très concret, comparaison n'est pas raison, certes, néanmoins, il y a eu cette année en France plus de décès que de naissances. La Russie est confrontée au même problème démographique. Le monde moderne est confronté à ce problème démographique. Quelques chiffres, pour être précis sur le sujet. D'ici à 2030, il va y avoir 10,9 millions de personnes qui vont devoir intégrer l'économie en Russie. 11 millions, 10,9 millions. 800 000 nouveaux postes vont donc être créés, mais il y a 10 millions de personnes qui vont devoir partir à la retraite. Donc vous voyez que, encore une fois, ça n'est pas vraiment équilibré. Est-ce que ça, à terme, ça va devenir un problème pour Vladimir Poutine ? Parce que si on n'envoie plus du tout de Russes, alors oui, vous l'avez dit, on a une source inépuisable. C'est pour ça qu'il y a une immigration massive en Russie. C'est pour ça qu'ils font appel à énormément d'immigrés, qu'il y a des visas qui sont accordés parce qu'ils ont besoin de main-d'œuvre qu'ils n'ont pas actuellement aujourd'hui. Mais est-ce que c'est pas antinomique avec sa vision de la Russie, la grande Russie avec des Russes à l'intérieur ? C'est pas la force des choses. Ah bah là, il n'a pas le choix. Oui. Et puis cette politique, elle est mise en place depuis plusieurs mois maintenant, mais il y a énormément d'étrangers. Et encore une fois, c'est très facile d'être étranger, d'obtenir un visa pour aller travailler en Russie parce qu'il y a un besoin économique.
Oui, de main-d'œuvre, très clairement. Après, en ce qui concerne les soldats, ils sont encore larges, si je puis m'exprimer comme ça. Il a toujours la possibilité de faire une seconde mobilisation. Il a démographiquement un atout qui est bien plus supérieur aux forces ukrainiennes. Il y a un vrai problème, cette guerre comme est consommatrice d'hommes, mais surtout d'hommes qui ne travaillent pas dans les usines ou ne travaillent pas à l'arrière. Donc quand vous avez, je ne sais pas combien d'hommes il y a, on va dire 800 000, 1 million d'hommes, etc., ils sont pas dans les usines. Donc en fait, le problème, c'est que pour faire fonctionner la machine industrielle et économique russe, il faut évidemment des apports qui viennent d'Asie, qui viennent de l'immigration de l'Asie centrale, etc. Donc c'est fondamental. En plus, le problème, c'est que le soldat coûte très cher. Je vérifie à l'instant. C'est qu'aujourd'hui, le soldat, il est considéré comme gagnant 50 000 euros par an. Globalement, 5 000 euros par mois ou 4 500 euros par mois. C'est beaucoup. Colossal. Voilà, plus qui est versé aux familles. Oui, en cas de décès. Donc c'est colossal. Donc cette guerre, elle coûte très cher. Donc en fait, quand vous avez autant d'hommes, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il a un problème. C'est que très concrètement, il faut qu'il renforce. Donc il devrait faire une autre mobilisation, mais il ne la fait pas. Comme les Ukrainiens ne le font pas. Je vous rappelle que les Ukrainiens, les soldats d'un âge inférieur à 25 ans ne vont pas sur le front. Là, il y a la question de pourquoi il ne le fait pas. Mais finissez votre propos. Pour des questions de politique interne. Parce que les mères de famille vont jamais accepter que leur gamin de 18 ans parte au front. Et donc là, ils ont pris l'habitude de faire comme ça. Donc il y a un refus. Et je pense qu'il y a un peu le même refus. Rappelons-nous de la guerre en Afghanistan. Elle avait été perdue par les Russes parce que les mères de famille allaient manifester et puis réclamer le corps de leurs enfants, etc. etc. Ouais. Donc ça, on voit bien que les deux dirigeants font extrêmement attention à ça. Et ça, ils payent cher. Et l'un comme l'autre, d'ailleurs, ils payent cher pour que les gars aillent sur le front. Mais le problème, c'est que l'économie, il faut du monde pour faire fonctionner ce pays. Vous vous rendez compte de la taille de ce pays? En plus, c'est une économie de guerre qui est consacrée principalement à la fabrication d'obus, de missiles, etc. C'est une économie non productive. Vous fabriquez des missiles, alors ça fait marcher le système, les vendeurs de canons, ça marche, etc. Mais le problème, c'est non productif. Donc tout ça, ça implique une stratégie de moyen et de long terme. Moyen terme, vous pouvez tenir. Le long terme, là, point d'interrogation. Nos systèmes européens, avec le déclin démographique, on n'a pas ce modèle qu'on ne connaît pas. On ne sait pas ce qui peut se passer. Alors la suite, après, c'est pas moi qui vais l'écrire. C'est quoi la compensation? Parce que quand on est dans une guerre, quand on négocie, quand on va chercher des soldats, quand on va chercher de la main-d'œuvre, c'est donnant-donnant. C'est pas gratuit. Il dit quoi le dirigeant russe à la Corée du Nord? C'est quoi qui se négocie derrière? Tu me donnes tant d'hommes, mais moi je te donne quoi? Il y a eu des négociations. Après, je connais absolument pas le détail de ces négociations, mais notamment des composants sur le programme nucléaire, etc. Il y a tout un tas de choses que la Russie peut offrir à la Corée du Nord. Absolument. Enfin, il y a tout un tas de partenariats, notamment dans ce qui concerne l'armement, la recherche et développement. Ça, c'est des choses que les Russes sont en capacité de donner aux Nord-Coréens. Et puis les Nord-Coréens ne fournissent pas effectivement gratuitement ces armes. Il y a comme dans tout ce genre de deal, tout un contexte qui fait qu'il y a à la fois de l'argent, un soutien technologique, un soutien de personnel parfois. Et donc, on voit bien que si cette filière-là s'écroule, eh bien, la Russie va se retrouver dans une grande difficulté. Et au bout du bout, qu'est-ce qu'on voit? C'est que c'est l'économie qui va déterminer le sort de la guerre. Et c'est pour ça qu'on revient au sujet des sanctions américaines. Si elles sont appliquées et si elles sont applicables, ce qui n'est pas encore certain, les ressources principales de la Russie, qui sont le pétrole et le gaz, si elles sont taxées par des effets secondaires vers les clients de la Russie, pourront faire extrêmement mal à l'économie de guerre russe. Rappelez-nous Graham, dont on parlait tout à l'heure, il avait proposé en son temps de pénaliser les États qui négociaient ou qui commerçaient avec la Russie de taxes douanières de 500%. Ça, c'est pas fait. On voit bien que ça, c'est l'arme ultime. Donc, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a une vraie problématique, si vous voulez, d'équilibre économique du pays. Et il y a aussi un point très important pour la Corée du Nord. C'est grâce à la Russie, la Corée du Nord est sortie de cette espèce de zone incroyable dans laquelle il s'était mis. En fait, c'est une espèce d'apparition d'un nouveau pays et qui va exister de plus en plus. Ça redore son blason. Oui, puis politiquement, il réexiste quelque part par la Russie, par les BRICS, par la Chine, par cette alliance un peu étrange entre Pékin et Moscou. Donc, ils ont toujours été proches de Moscou, les Nord-Coréens. Mais aujourd'hui, c'est une reconnaissance de l'utilité et de la nécessité d'avoir un allié nord-coréen. Donc, c'est tout bonus pour les Nord-Coréens. Alors, on aura bien compris le gagnant-gagnant, là, effectivement. C'est sûr mais en même temps, ça affecte aussi l'image des Russes. Comme vous dites fort bien, il y a un problème de dépendance de la Russie par rapport à l'aide nord-coréenne, qui est tant matérielle que en termes de soldats et en termes humains. Donc, c'est vrai qu'il y a un problème de dépendance et l'image de la Russie est altérée par cette relation qu'elle a avec la Corée du Nord.